Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Visa? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, nos éléments d'ici de réponse seront basés sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende même. Donc la première chose qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est regarder la stabilité ou la croissance des revenus, tout en sachant qu'on va le faire en 10 minutes top chrono. Donc ici, on regarde la stabilité ou la croissance des revenus. Donc ici, on a à peu près des revenus qui sont croissants. Donc on voit ici qu'en septembre 2021, on a des revenus à peu près de 24 milliards, 24,1 milliards, donc d'accord, donc 24 milliards 100 millions. Donc 105 millions par là. Donc ici, c'est ce qu'on va prendre ici comme revenu. Donc ça sera le revenu de base. Donc ici, on va mettre 24 101. OK. Alors, après ça, ici, on recherche la stabilité des marges. Donc on a des marges à peu près stables. Ici, vous remarquez que les marges brutes n'ont pas baissé du tout. Non pas, enfin, sont à peu près stables. Parfois, on est à 4,21, parfois, on est à 79. On recherche avant tout la stabilité des marges. Donc ici, au niveau, ici, après, la marge, le revenu, ici, on recherche la croissance du revenu. Donc la croissance du revenu, ici, vous pouvez constater qu'avant la période de la pandémie, vous aviez une croissance aux alentours de 12% par là sur les 10 dernières années, 12% sur les 5 dernières années, 15% sur les 3 dernières années. Donc la croissance tend à accélérer sur les dernières années, donc en partie de septembre 2019. Mais en 2020, on a eu un ralentissement, ce qui a impacté la croissance, justement, mais on s'est repris naturellement, ce qui veut dire que sur les 3 dernières années, on a 5% de croissance, 5 dernières années, 9% de croissance, et 10 dernières années, 10% de croissance, avec ici par rapport au trimestre précédent, donc par rapport au trimestre 2021 ici, donc ici on a 25% de croissance. Donc, on se voit que la croissance est là. D'accord. Maintenant, on va essayer d'estimer. Est-ce que cette croissance-là va continuer? Il y a de grandes chances que oui. D'accord. Donc ici, on va estimer que la croissance continue avec un volume de 10%. D'accord. En moyenne sur les 5 prochaines années. Mais attention, faites parler les chiffres. D'accord. Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis différent. Ça dépend de votre compréhension générale de l'environnement compétitif de cette entreprise. Faites très attention parce que la croissance tend à diminuer. D'accord. Si je dis croissance de 10%, ça ne veut pas dire que ce sera 10% pendant les 5 prochaines années exactement. Ça peut être moins que ça. Donc attention, faites des hypothèses et surtout utiliser des éléments qualitatifs pour soutenir ces hypothèses-là. C'est très important. Les chiffres, ce sont les chiffres. D'accord. Donc, ensuite, on recherche ici la dette nette. Donc, la dette nette, je vous ai dit, faites valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc, vous allez juste ici sur Yahoo Finance, vous faites valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc, ici, à vue d'œil, on peut voir ici qu'on est à peu près à 10 milliards, 10,5 milliards, un truc pareil. Donc, à la fin de la journée, c'est une estimation. Donc, quand j'arrive ici sur ce logiciel-ci, alors lui, il va nous donner ici la valeur d'entreprise sur EBITDA. Ici, il nous donne une valeur d'entreprise sur, excusez-moi, il nous donne ici une dette nette sur EBITDA aux alentours de 8 milliards 189 millions. OK? Donc, à la fin de la journée, il y a une différence, on va se dire, de 2 milliards 500. Donc, à peu près 1 dollar par action, 1 dollar par là par action, on ne s'en charge pas grand-chose. On va prendre ici à 8 milliards 189. D'accord. Ça sera la dette nette ici. Donc, 8 milliards, donc 8,189, donc en termes de billions. Parfait. Donc, le PER moyen, simple. Je vais aller sur le PER moyen, je vais mettre 25. C'est une compagnie ici qui est en croissance. C'est une compagnie qui a un pricing power. Et également, je vous ai montré comment le faire. Donc, quand vous allez dans Financial Service, vous pouvez aller chercher crédit de service, mais les entreprises ne se ressemblent pas dans le domaine financier. Il y en a certaines qui s'échangent à 10 fois les bénéfices, comme les compagnies bancaires, comme les compagnies d'assurance. Attention, ici, on parle présentement d'une compagnie ce n'est ni une bancaire, ni une compagnie d'assurance, dans une certaine mesure. Mais elle mérite des marges plus élevées. Donc, elle ne s'évalue pas comme une banque exactement, mais ça reste une compagnie financière. Donc, faites très attention par rapport aux multiples. Donc, ici, je prends un multiple de 25, d'accord? C'est très optimiste. D'accord. Donc, c'est par rapport à l'activité de cette entreprise même. Donc, le nombre d'actions ici, on va le prendre ici par rapport au logiciel, donc 2 milliards 83. Donc, on va vérifier ici, est-ce que le nombre d'actions diminue. Donc, on voit ici que le nombre d'actions diminue, c'est parfait. Je vous ai toujours dit que je préfère un nombre d'actions qui diminue. Je n'aime pas les entreprises. Je préfère le rachat d'actions plutôt que le dividende. D'accord. Après, si dividende il y a, tant mieux. Mais sinon, préférence pour le rachat d'actions parce que en termes de taxes, c'est mieux pour moi. À la fin de la journée, je suis toujours un investisseur long terme. Donc, si vous faites un mix des deux, tant mieux. Mais sinon, le rachat d'actions au même moment que le dividende, c'est correct pour moi. Donc, ici, l'entreprise diminue, rachète ses actions massivement. Donc, ici, on va se dire que le nombre d'actions est aux alentours de 2 milliards 83 millions. Donc, on va se mettre ici 2,83. 2,083. D'accord.
OK. Maintenant, les free cash flow. Et c'est là où tout devient extraordinaire. Avez-vous déjà vu une entreprise qui a des marges nettes à peu près de 50%? Vous connaissez? Je ne pense pas. C'est très très rare. C'est sûr que ça existe. Il y en a d'autres également à 50%. Et ici, essentiellement, on vous présente des entreprises de qualité en moyenne. D'accord? Donc, n'oubliez pas cette entreprise, si déjà je peux voir qu'elle a des marges stables, c'est ce qui m'intéresse. Il ne suffit juste pas d'avoir des marges élevées. Il faut également avoir des marges stables et croissantes. D'accord? Stable ou croissante. Mais la priorité à la stabilité des marges. Pourquoi? Parce que quand on investit à long terme, on veut avant tout faire, et qu'on fait des estimations, il faut que ces estimations-là soient basées sur des éléments qui ne changent pas, qui ne varient pas énormément. Or, si on a des entreprises où si on investit dans une entreprise qui a des marges qui fluctuent tout le temps, c'est très instable. D'accord? On ne veut pas plus d'incertitude que ça parce que le futur est déjà incertain. C'est la raison pour laquelle on se base essentiellement sur la qualité. D'accord? Ça réduit le risque. Je ne dis pas que ça l'élimine. Ça réduit le risque. Donc ici, les marges de net sont de 50%, mais vous savez qu'ici, on prend toujours les free cash flow. Est-ce qu'on a des free cash flow plus élevés? Donc ici, vous constatez ici que les marges de free cash flow sont aux alentours de 50% et plus, d'accord? Donc quand on dit 50% et plus, vous pouvez prendre la somme de tout ceci et diviser par 10. Ça va vous donner à peu près voilà, une certaine moyenne, mais également, vous pouvez également juger par rapport à ce qui se passe sur les dernières années. 60% ici, 44% ici, 52% ici, 58%, 46%, 33%, 44%. Il suffit juste pas de regarder les chiffres. Il faut également faire parler ces chiffres-là, parce que je vous ai dit, prenez toujours les informations financières avec un léger... Voilà, il faut être sceptique pour toutes les informations qu'on vous donne. D'accord? Soyez toujours sceptique. Essayez de retrouver le pourquoi du comment. À chaque fois, posez-vous la question pourquoi? 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 D'accord? Donc, ici, quand vous constatez ici, on va prendre des marges de 50% en moyenne. Je le fais à vue d'œil, d'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. 50%, d'accord? Donc, là, on est correct. On a tous nos éléments. On a le revenu, on a la croissance, on a la dette nette, on a le nombre d'actions. On peut faire le travail. Donc, on vient ici. Alors, le revenu actuel est de combien? Le revenu actuel est de 24 milliards 105 millions, d'accord? Donc, ici, ça donne ici, si on prend ici 24 milliards, d'accord? 105, d'accord? Si on prend ici 50% de ce montant-ci, ça donne combien? Ça donne ici 12 milliards 52. Donc, on va mettre ici 12 milliards, pas 52, c'est pas 12 milliards 52, 12 milliards 52 millions. D'accord? C'est ici, parce que quand on dit 12 milliards 52, c'est comme si on disait 12 milliards 500. Donc, 12 milliards 52 millions. D'accord? Donc, 12 milliards 52 millions par 25 fois les bénéfices. Donc, ici, c'est PER, ici, c'est free cash flow. Attention, donc ça n'a rien à voir avec les EBITDA. Donc, 25 fois les bénéfices sur 12 milliards 52 millions, multiplié moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 140 $ l'action. OK. Maintenant, on va prendre la même chose avec une croissance des revenus. Donc, ici, la croissance des revenus, si je vous ai dit qu'on prend des revenus de 10% de croissance sur les 5 prochaines années, attention, c'est un chiffre que j'ai tiré de mon chapeau en me basant uniquement sur le passé. Donc, ça pourrait également diminuer parce que la croissance est appelée à diminuer. Et pour savoir si la croissance peut continuer à augmenter, il faut regarder la taille du marché. Interrogez-vous par rapport à la compétition. Donc, lisez les rapports financiers. Il ne faut juste pas prendre les chiffres comme ça. D'accord? Ici, c'est juste pour faire une estimation vite fait pour voir si on a une certaine opportunité d'investissement ici. Donc, ici, on va prendre ici 5%, d'accord? Donc 5%, ça revient ici à multiplier le revenu par 1,61. Techniquement, vu qu'on va prendre 50% de ce revenu, on pourrait juste multiplier la marge nette ici qui est de 12 milliards 52 millions, d'accord? Donc fait ici, ça nous donne ici 19 milliards 409 millions, d'accord? On va arrondir à 410 parce que voilà, on a un chiffre ici, donc 410, donc 19 milliards 410, donc on va faire ici 19 milliards 410. C'est bien ça? Est-ce qu'on a bien ça ici? Alors, oui, 19 milliards, parfait, 410. Donc, 25 fois les bénéfices de 19 milliards 410 moins la dette nette ici aujourd'hui divisé par le nombre d'actions actuelles qui est également appelé à diminuer. Ça nous donne ici 229 $ l'action. En date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui cote à 214 $ l'action. Donc, maintenant, si vous achetez cette entreprise-ci à ce prix, vous savez ce que ça implique. Sans doute probablement une croissance de 10%, sans doute probablement sur les 5 prochaines années bien sûr, sans doute probablement une marge supérieure à 50%, d'accord? Donc si tous ces éléments-là changent, donc si croissance plus élevée, tant mieux, si marge plus élevée, tant mieux, si nombre d'actions moins élevé, tant mieux. Donc ici, le prix actuel, je dirais que c'est juste correct, mais ça implique une certaine croissance. Donc, idéalement, j'aimerais acheter l'entreprise aux alentours de, au mieux, d'accord, sans la croissance, donc aux alentours de 140 $ l'action, sinon de préférence à 100 $ l'action. D'accord? Ça, c'est le prix ça, c'est pour moi, d'accord? Donc, maintenant, en termes de dividendes, tout ce que j'ai à faire ici, c'est que le dividende ici, je vous ai dit, vous faites juste simple, hein. Donc, on va juste se dire ici que le dividende, il représente ici,
voilà, si on prend la totalité des bénéfices ici, d'accord, et si on prend la totalité des free cash flow ici, et qu'on vous le paye en termes de dividendes, qu'est-ce que ça donne en termes de rendement des actionnaires? D'accord? Parce que c'est pas le plus important pour moi, c'est le rendement aux actionnaires, ce n'est pas juste le rendement du dividende. D'accord? Donc, ici, si on prend le rendement des free cash flow en date d'aujourd'hui, divisé par la capitalisation boursière, qui est à peu près de 421 millions, donc de 421 milliards, donc divisé par 421, donc on va prendre ici à peu près 12 milliards, d'accord, je vais juste l'arrondir, donc c'est parfait, on est dans les temps, c'est pareil, on a déjà donné l'évaluation de l'entreprise, donc on a réussi à le faire en 10 minutes, là on regarde la qualité du dividende, il est déjà qualitatif, mais je vais vous dire à peu près qu'est-ce que moi je fais d'habitude par rapport à ce dividende-là, parce que je ne veux pas prendre le narratif comme quoi la croissance du dividende, le dividende augmente depuis 50 ans et le dividende est croissant depuis de 10% sur les 10 dernières années, c'est pas important, c'est le dividende, c'est le rendement du free cash flow qui doit être croissant et stable, parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye la dette, c'est avec les free cash flow qu'on paye les actions, c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. Donc les free cash flow, théoriquement, ça vous appartient. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut regarder. D'accord? Donc le dividende, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc ne vous focalisez pas sur l'arbre qui cache la forêt. Faites attention. Donc ici, si on prend le dividende ici, le rendement des free cash flow actuel et qu'on vous le distribue ici en totalité, vous aurez à peu près un rendement par rapport à la capitalisation boursière actuelle aux alentours de 2,8%. D'accord? 2,8%. En date d'aujourd'hui, le dividende actuel est de 0,7%. D'accord? Donc, il y a une marge de croissance. Il y a une marge de croissance extraordinaire. Donc, ça, vous savez que le maximum ici aujourd'hui, s'il n'y a pas de croissance par rapport à cette action, au prix actuel, le rendement sera aux alentours de 2,8%. Mais si on a une croissance des bénéfices ici, donc des marges de free cash flow sur les 5 prochaines années de 10% en moyenne, donc ça revient ici à avoir un rendement par rapport au free cash flow de 4,6%. D'accord? Donc, si on arrive à avoir des marges de 19, des free cash flow de 19 milliards 410 millions, d'accord, sur un revenu croissant par rapport au pourcentage qu'on a choisi ici de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, ça reviendrait à avoir à peu près des free cash flow de 19 milliards 400 par là. Donc, si on l'achète d'entreprise par rapport au prix actuel et qu'on nous reverse la totalité de ces free cash flow-là en termes de dividendes, le potentiel de rendement pourrait être aux alentours de 4,58%. Quand on dit potentiel, c'est entre parenthèses parce qu'une entreprise ne distribue jamais la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes. D'accord? Mais le potentiel, c'est ça. Donc, même si vous achetez l'entreprise ici aujourd'hui à presque 0,70%, d'accord, en termes de rendement, il y a un potentiel de croissance. Donc, pour ceux qui se focalisent surtout sur le dividende ici, voilà une entreprise qui va continuer à faire croître son dividende. C'est évident, on le voit déjà ici. Tant aussi longtemps que la qualité de l'entreprise est là, le business model est stable, il n'y a pas de souci à se faire pour le dividende. C'est la raison pour laquelle nous, on cherche à l'acheter à un bon prix. Parce que si le dividende en date d'aujourd'hui, admettons, il est de 2,8%, d'accord? Si on l'achète au prix actuel, admettons que le prix est divisé par 2. Je dis bien divisé par 2. Quand on dit le prix divisé par 2, ça revient à dire que le rendement de free cash flow ici va être multiplié par 2 théoriquement parce qu'on va quitter. Donc avant la croissance, donc ça va être multiplié par 2. Donc vous constatez juste ici que si on prend ce prix-ci, si le prix se retrouve autour de 100 dollars, ça veut dire que le rendement de free cash flow va augmenter. Et évidemment, le rendement, vos yield on cost va également augmenter. Mais si on achète cette entreprise aux alentours de 100 dollars, et qu'on estime toujours qu'il y a une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, techniquement, notre potentiel de rendement sera aux alentours de 9%. Donc, le prix d'acquisition est important. S'il vous plaît, le prix est important pour ceux qui se focalisent sur le dividende. Le prix d'acquisition est important. Ceux qui vous disent qu'il faut faire du DCA sur les actions, c'est des conneries. Excusez-moi du terme. Achetez uniquement une entreprise quand elle est sous-évaluée. Généralement, on appelle ça le DVA. Dollar Value Averaging. Parce que si la bourse était aussi facile, je dis bien si c'était aussi facile, laissez-moi vous dire qu'il y aurait il y aurait énormément de millionnaires au niveau des marchés boursiers. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Parce que ça demande de l'énergie, de l'effort. Si vous pensez que c'est facile, je vous assure que vous êtes en train de vous tromper. Et c'est quand vous aurez 60 ans que vous allez vous rendre compte que, j'ai fait une erreur. Donc, s'il vous plaît, prenez les bonnes décisions. Si vous ne pouvez pas analyser une entreprise, c'est correct. Achetez un ETF et restez tranquille. Faites-y sur un ETF, dépendamment de la qualité de l'ETF, vous pouvez faire du DCA à la limite sur un ETF, un index entre parenthèses, pas sur les ETF sectoriels. D'accord? Faites attention aux ETF sectoriels. Et également, faites très, très attention présentement sur les marchés. Achetez uniquement quand le prix est correct. Ici, je vous donne juste des éléments de réflexion.
d'accord, je n'ai pas, c'est pas, je ne dis pas que j'ai raison, d'accord, je ne cherche pas à avoir raison. Parce qu'ici, si on se base sur les chiffres uniquement, on aura tous tort. D'accord? Ce sont des éléments pour commencer à travailler. Et le travail se situe dans les rapports financiers, dans la compréhension même de l'entreprise. Parce que si vous ne comprenez pas une entreprise, vous ne saurez jamais qu'il y a des risques d'investissement dans tel niveau, tel niveau. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que l'action de Visa est croissante depuis plusieurs années que sûrement ça sera le cas dans le futur. Attention, parfois j'entends souvent dire, ah, c'est toujours le moment d'investir sur Air Liquide. Si vous entendez ce genre de bêtises-là, s'il vous plaît, évitez ce genre de personnes. Lisez. Chaque entreprise doit être prise individuellement, dépendamment de la période. Vous devez être des experts dans chaque entreprise. Vous avez des experts sur toutes les entreprises que vous possédez en portefeuille. Si vous ne comprenez pas une entreprise, et c'est ce qui arrive très souvent, mais moi, ça m'arrive de ne pas comprendre le business model d'une entreprise, je n'y investis pas du tout. Investissez uniquement dans ce que vous pouvez comprendre. Même si vous ne pouvez comprendre que 5 entreprises dans ce monde-ci, focalisez-vous sur ces 5 entreprises uniquement. D'accord? Donc, à la fin de la journée, pour moi, Visa ne sera pas une opportunité d'investissement au prix actuel. Idéalement, pour moi, j'aimerais payer aux alentours des 100 dollars l'action, idéalement. D'accord? Donc, le premier palier sera aux alentours de 140 dollars, le second sera aux alentours de 100 dollars à l'action. Donc, pour moi, je vais continuer à regarder cette entreprise-ci. Je pourrais également me tromper, mais ça, c'est une mise en bouche, ce qui me permet déjà de dire que je suis en présence d'une compagnie de qualité parce que les marges sont stables, les revenus sont stables et croissants, la marge nette est extraordinairement élevée et elle est stable et croissante, la dette est gérable, le nombre d'actions diminue, le dividende est là, même s'il est encore à un certain niveau, mais il y a un potentiel de croissance. Si la croissance s'arrête ici aujourd'hui, ça me fait un 2,8% de rendement. Si la croissance continue ici aujourd'hui par rapport au prix actuel, ça me fera un 5,8% de rendement. Et si je l'achète à bon prix, je pourrais avoir un potentiel 9% de rendement. Donc, c'est le rendement des free cash flow qui est important et non le rendement du dividende. D'accord? Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Visa, belle entreprise, extraordinaire dans la watchlist, mais opportunité d'investissement, pas pour moi. D'accord? Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis différent. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.